Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On vous l'a annoncé dans les épisodes précédents, après Code Source et Crime Story, le Parisien vous propose, à partir du 14 février, un troisième podcast qui va nous amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 24 épisodes, ça s'appelle Le Sacre. Chaque mercredi jusqu'au 24 juillet, un ou une médaillée d'or olympique raconte au micro d'Anne-Laure Bonnet son chemin vers le sacre. Vous retrouverez la bande-annonce du podcast juste après cet épisode de Code Source. L'amiante est interdit d'utilisation depuis près de 30 ans en France, mais on estime qu'il cause encore environ 3000 décès chaque année. Ce matériau cancérigène, très utilisé dans les constructions dans les années 60 et 70, est toujours présent dans de nombreuses maisons et des bâtiments. Les travaux de désamiantage ne sont pas toujours effectués dans les règles et les personnes qui ont été trop exposées aux fibres d'amiante sont de plus en plus nombreuses à déclarer des cancers des années plus tard. Le Parisien a publié un dossier sur ce sujet dans son édition du 4 février, un dossier signé Elsa Marie et Frédéric Mouchon, journalistes au service futur du Parisien. Ils nous expliquent dans Code Source pourquoi l'amiante va encore poser problème pendant des années. Elsa Marie, à la fin du mois de janvier, vous entrez en contact avec un homme que nous appellerons Olivier car il souhaite garder l'anonymat. D'abord, parlez-nous un peu de lui. Qui est Olivier ? Alors, il a 54 ans, il est originaire de Loire-Atlantique, il est chaudronnier, tuyauteur, soudeur, et il nous raconte que depuis ses 17 ans, en fait, il a travaillé pour les plus gros fleurons de l'industrie française. Il a été embauché par des sociétés de sous-traitance, puis il a été salarié, et il était chargé de réparer les conduits de raffinerie, des centrales nucléaires, mais aussi les vieux moteurs, des sous-marins et des paquebots. En quelques mots, Olivier a été au cours de sa carrière exposé pendant des décennies à l'amiante, et aujourd'hui il n'est pas en bonne santé. Oui, l'amiante l'a rendu malade. Il nous raconte qu'il est très éprouvé physiquement, il souffre d'un cancer des reins. Il me raconte qu'aujourd'hui il n'a plus d'énergie, qu'il ne peut plus faire de sport, il ne peut plus chasser, ni faire de bricolage. Il a même du mal à tondre sa pelouse et au bout de 20 minutes d'activité, il est obligé de s'arrêter. Vous nous raconterez dans le détail le combat de cet homme dans la dernière partie de ce podcast et comment l'amiante a progressivement détérioré sa santé. Mais d'abord, on va comprendre pourquoi ce matériau est encore un problème aujourd'hui. Un bref rappel, Frédéric Mouchon, c'est quoi l'amiante ? Alors l'amiante, c'est un minéral fibreux. En fait, c'est souvent blanc et ça pourrait ressembler à comme des morceaux de moquette blanche avec des fibres apparentes. C'est un minéral qu'on retrouve à l'état naturel dans la croûte terrestre et qui a été longtemps utilisé dans l'industrie parce que ce sont des fibres qui sont résistantes au feu, aux agressions chimiques, au frottement. L'amiante est aussi un très bon isolant et il a l'avantage d'être peu cher. C'est ce qui fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il est très utilisé, notamment dans la construction des bâtiments. Oui, ces propriétés donc de résistance au feu, d'isolation, associées au fait que l'extraction de l'amiante coûtait très peu cher, fait que c'est un produit qui a été beaucoup utilisé effectivement dans l'industrie, dans le bâtiment. C'est ce qui explique que l'amiante soit aujourd'hui présent dans la plupart de nos bâtiments, dans nos logements, dans nos écoles, dans nos bureaux, à travers les cloisons, les portes coupe-feu, des faux plafonds, des tuyaux, des dalles de sol. En gros, un peu partout. Dès les années 70, Elsa Marie, l'amiante est signalée comme un matériau dangereux. Pourquoi ça ? Oui, exactement. En 1977, le Centre international de recherche sur le cancer, qui appartient à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classe l'amiante dans la catégorie des cancérogènes. Des mesures sont prises. À cette époque, on décide d'interdire le flocage à l'amiante dans les immeubles d'habitation et aussi la concentration d'amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés est réduite. Donc on connaît depuis 50 ans les dangers de l'amiante. Pourtant, Frédéric Mouchon, dans les années qui suivent, il est encore très utilisé. Pourquoi ça ? Parce que, comme tous les produits qui sont massivement utilisés, qui sont peu chers, ceux qui l'utilisent, il y a une forme de lobby en fait dans le monde de la construction, dans le monde du bâtiment, pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Et même s'il y a des preuves qui commencent à arriver sur sa dangerosité, le but est de l'utiliser massivement et de retarder le plus longtemps possible son interdiction.
Au début des années 90, des scandales éclatent, des travailleurs et des travailleuses exposés pendant des années à l'amiante commencent à déclarer des cancers. C'est le cas notamment au campus universitaire de Jussieu à Paris en 1994. Qu'est-ce qu'il se passe en résumé ? En fait, à Jussieu, qui est une grande fac parisienne, de l'amiante, il y en avait un peu du sol au plafond. Il y en avait vraiment partout, notamment dans le flocage et dans les faux plafonds. Cette faculté parisienne, elle était devenue l'épicentre de la première grande mobilisation qui dénonçait les intoxications par l'amiante qui avait été utilisée dans la construction de ces bâtiments. Pour une histoire de gros sous, la décontamination des bâtiments de l'université de Jussieu à Paris est toujours impossible. L'amiante intégrée dans la structure des bâtiments pour prévenir d'éventuels incendies est une cause de cancer. 10 cas de maladies ont déjà été déclarés dans l'université, mais l'opération de décontamination coûterait 200 millions de francs. Ça a donné suite à des poursuites judiciaires, puisqu'il y a eu des victimes de l'amiante et qui demandaient à ce que les pouvoirs publics, enfin en tout cas les responsables de Jussieu, soient poursuivis en justice parce qu'ils avaient été contaminés. Elsa Marie, ça veut dire qu'on peut développer une maladie même des années après avoir manipulé ou inhalé de l'amiante ? Oui, exactement. Les cancers liés à l'amiante peuvent se déclarer même 40 ans après. L'amiante, c'est une bombe à retardement. Après ces différents scandales, comment réagissent les pouvoirs publics ? Les pouvoirs publics finissent par décider d'interdire l'amiante en 97. C'est à partir d'aujourd'hui que l'amiante est officiellement interdite en France. D'ici l'an 2000, tous les propriétaires de bâtiments devront les faire examiner et éventuellement effectuer des travaux. Et donc en fait, il est interdit en France à la fois de commercialiser l'amiante et d'en produire. Il faut attendre 2005 pour que l'amiante soit officiellement interdit dans tous les pays de l'Union européenne, mais des milliers, voire des millions de personnes, notamment en France, continuent d'y être exposées à ce moment-là. Oui, des millions de personnes continuent à y être exposées, déjà parce que de l'amiante, il y en a partout. Vous en avez chez vous, dans les maisons qui sont construites avant les années 70. Il peut y en avoir dans des bureaux, il peut y en avoir dans des bâtiments publics. À l'époque, il n'y a pas encore de mesures strictes pour désamianter et si l'amiante se dégrade, vous pouvez continuer à vous contaminer. Il faut ajouter à ça que les bâtiments se dégradent au fil des années, ce qui augmente le risque que l'amiante ne soit pas bien isolé. Il faut donc, dans ces cas-là, le retirer. Qui se charge de faire ces travaux ? Alors normalement, il y a aujourd'hui des entreprises spécialisées dans le traitement de l'amiante. Vous les voyez parfois sur certains chantiers, des chantiers importants. Ils sont habillés en tenue de cosmonaute, ils ont des masques de filtration pour pas être contaminés par les fibres d'amiante. Donc c'est quelques entreprises spécialisées et les opérations de désamiantage coûtent très cher. Pour désamianter un immeuble entier, ça peut prendre des mois ou des années. Et que devient l'amiante une fois qu'on l'a retirée des bâtiments ? Une fois évacué des bâtiments, l'amiante est censée intégrer un circuit très particulier. Aujourd'hui, il y a une dizaine de centres de traitement spécialement dédiés à l'amiante. En gros, l'amiante, vous ne pouvez pas la retirer de chez vous et aller la mettre dans un centre d'incinération classique ou dans votre déchetterie juste à côté de chez vous. C'est vraiment un protocole très précis et il y a uniquement quelques centres en France qui sont dédiés au traitement de l'amiante. Et Frédéric Mouchon, parfois ces travaux de désamiantage ne sont pas effectués dans les normes. Pour votre article, vous avez recueilli les confidences d'un délégué syndical qui travaille en Bretagne et qui a été témoin de certaines conditions qui, selon lui, sont inacceptables et dangereuses sur les chantiers. Oui, ce salarié travaille dans une entreprise d'armature métallique qui est affiliée à un grand groupe et en fait, il se trouvait qu'ils avaient sur ce site, sur cette usine, une partie des bâtiments qui étaient amiantés. Donc une entreprise, pour le coup, spécialiste dans les désamiantages, est venu désamianter. Sauf qu'en fait, ils l'ont fait dans des conditions un peu particulières. Il a fini par écrire à l'inspection du travail parce qu'il a dû rappeler les règles à l'entreprise qui était intervenue. Il nous raconte que les ouvriers avaient d'abord stocké les gravats contaminés pêle-mêle sur le sol, puis dans une benne sous une bâche qui n'était pas vraiment confinée, et ce, juste à côté du lieu où les salariés faisaient leur pause. Elsa Marie, parfois ce sont les ouvriers et les artisans eux-mêmes qui, sans consigne particulière, décident de ne pas respecter les procédures. Oui, un chauffeur d'une entreprise de travaux publics en région centre a accepté de nous parler. Il a 35 ans, on l'appellera Stéphane. Et il nous dit que sur les gros chantiers de désamiantage, tout le monde est réglo parce que les contrôles sont très nombreux. Mais là où ils se permettent quelques entorses avec la réglementation, eh bien, c'est quand ils font des petits travaux sur les réseaux d'assainissement. Par exemple, quand ils interviennent sous la voie publique pour changer des vieux tuyaux qui sont amiantés et qui s'effritent, qui sont en très mauvais
mauvais état. Et là, ils me disent, là, on s'embarrasse pas, on met un coup de pelle mécanique et on mélange ça avec les autres gravats et puis terminé, on n'en entend plus parler. Et cette méthode du pas vu, pas pris, elle semble aussi très répandue chez les artisans. Il y a un couvreur qui, lui, a accepté aussi de nous raconter sa méthode, qui est évidemment discrète mais illégale. Il nous dit qu'aussi, sur les chantiers, il s'embarrasse pas quand il y a de l'amiante. Eh bien, tout simplement, il pile l'amiante, il mélange les débris avec d'autres gravats et il met ça à la déchetterie, ni vu ni connu. Il me dit qu'il a dû le faire une dizaine de fois et que personne ne s'en rend compte. Et ça, c'est une pratique qui comporte des risques ? Évidemment, les risques sont même énormes pour la santé, car l'amiante, s'il est enfermé, n'est pas dangereux. Mais là, on parle de personnes qui vont manipuler l'amiante, qui vont le piler, l'écraser, ce qui va provoquer de la poussière. Il n'y a rien de pire, parce que lorsqu'on inhale en fait ces fibres d'amiante qui sont invisibles à l'œil nu, elles peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves, même des années après. Et vous avez entendu parler d'autres combines pour se débarrasser de l'amiante ? Oui, Jérôme, dont on a parlé, qui est couvreur, il nous raconte que certains vont enterrer l'amiante. Il y a quelques années, par exemple, il a travaillé chez un agriculteur qui avait un magnifique corps de ferme d'une 15aine de mètres, sauf que la toiture était amiantée et que le devis était bien trop cher. Et donc, l'agriculteur a dit à Jérôme, je m'en occupe, je vais m'en débarrasser. Et il me raconte que depuis son toit, il l'a vu aller dans son champ, creuser un énorme trou et enfouir toute la toiture sous la terre. Enfouir l'amiante, c'est quelque chose malheureusement d'assez commun. Il existe même des trous à amiante. Ce sont des trous qui sont creusés au bord de la route ou en lisière de forêt, que les gens du coin connaissent par exemple, et ils vont se donner la combine. Chacun va déposer l'amiante qui l'embarrasse dans ce trou. Le phénomène est tel que l'ONG écologiste Robin des Bois estime que plusieurs milliers de tonnes d'amiante sont encore aujourd'hui mis dans des trous ou abandonnés en bordure de champs chaque année. Et vous l'avez découvert aussi, Frédéric Mouchon, certains ne prennent même pas la peine d'enterrer l'amiante quand ils veulent s'en débarrasser illégalement. Oui, le dernier exemple en date, qu'on a traité d'ailleurs dans le Parisien, c'était fin novembre. Des agents autoroutiers de la SANEF ont découvert un tas de déchets abandonnés le long de l'autoroute A16, près de Ronquerolles, c'est dans le Val d'Oise. Et dans ce tas de déchets, il y avait 2 tonnes d'amiante. Et l'entrepreneur qui est venu déposer illégalement ces déchets le long de la route est actuellement poursuivi par la justice. Frédéric Mouchon, que peuvent faire les autorités face à ce phénomène ? Alors le problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez des déchets d'amiante, à part si vous êtes dans un système organisé, 95% des déchetteries ne vous les accepteront pas, les déchets d'amiante. Donc les pouvoirs publics ont conscience que c'est un problème et elles ont décidé progressivement d'installer plus de 2500 points de reprise des déchets d'amiante sur le territoire, afin que les artisans qui viennent faire des travaux chez vous, par exemple, puissent ensuite venir déposer leurs déchets d'amiante sur ces points de collecte. Revenons-en maintenant aux effets de l'amiante sur la santé. À partir des années 2000-2010, les cas de maladies et les décès liés à l'amiante se sont multipliés. Oui, en 2007, on estimait entre 1 et 2 millions le nombre de travailleurs potentiellement exposés lors d'activités d'entretien ou de maintenance, dont 900 000 dans le secteur du bâtiment. Et aujourd'hui, comme on le disait, on estime que 3 000 personnes meurent chaque année de l'amiante. Et d'ailleurs, l'amiante est aujourd'hui encore la 2e cause de maladies professionnelles en France. Et ça représente un coût pour la société ? Oui, c'est un coût évidemment sanitaire énorme, puisque c'est des cancers qui peuvent se déclarer des années après, et c'est aussi un coût financier. On estime que l'indemnisation des victimes de l'amiante, qui sont reconnues comme maladies professionnelles, ça coûte à la France entre 1,3 et 1,9 milliard d'euros par an. On en revient au début de cet épisode. Elsa Marie, fin janvier, vous parlez donc avec cet ancien ouvrier, Olivier, qui est en arrêt maladie aujourd'hui. Il vous raconte que les années qui ont suivi l'interdiction de l'amiante, il a continué à y être exposé sans protection. Oui, il réparait les conduits des raffineries, il a travaillé aussi dans les centrales nucléaires, également sur les vieux moteurs des sous-marins ou des paquebots qui sont gigantesques. Et il me raconte que même après l'interdiction, rien n'avait changé. C'est-à-dire qu'ils enlevaient l'amiante à la main, sans gants, sans protection, alors que ses employeurs ont l'obligation formelle de le protéger. Mais il me dit que finalement, les entreprises de sous-traitance qu'il employait n'en avaient absolument rien à faire. Même quand il posait des questions, il disait « mais attention, là je manipule un joint avec de l'amiante ou de la toile d'amiante, c'est problématique. » On lui répondait « mais non, c'est pas grave du tout ». Et on lui faisait comprendre que s'il voulait pas s'exécuter, il avait qu'à prendre la porte. En 2001, Olivier trouve un nouveau travail dans une entreprise dont les locaux ont subi des travaux de désamiantage.
Oui, alors il travaille, cette fois-ci il n'est plus embauché par des sociétés de sous-traitance, il est salarié d'une entreprise mondialement connue, dans laquelle il va rester 23 ans jusqu'en 2022. Il réparait des moteurs dans un atelier désamianté, donc en apparence sans danger, sauf que les ouvriers n'avaient pas nettoyé l'amiante qui restait et Olivier me raconte qu'il restait de la poussière sur toute la charpente métallique et que dès qu'ils utilisaient le pont roulant pour lever des charges lourdes, eh bien les vibrations de la machine la faisaient tomber sur eux et ils se retrouvaient couverts de poussière d'amiante. Et lorsqu'il disait à ses chefs « mais regardez, c'est de l'amiante, vous voyez bien, on est couvert de poussière », il leur répondait « mais non, c'est plus dangereux, tout a été fait, c'est désamianté ». Et c'est en 2022 que son état de santé commence à se dégrader. Qu'est-ce qui lui arrive ? Alors son corps lâche et un scanner révèle la cause de ces quintes de toux. C'est l'amiante. Il a aussi, comme beaucoup de personnes qui ont été exposées à l'amiante, des plaques pleurales. C'est en fait un tissu fibreux et rigide qui est apparu sur la plèvre, vous savez, cette membrane qui protège en fait les poumons, ce qui lui provoque une gêne respiratoire. Et plus grave encore, il a aussi dû subir une greffe de rein puisqu'on lui a diagnostiqué un cancer des reins qui serait probablement lié à l'amiante. Aujourd'hui, cet homme, Olivier, il demande réparation ? Oui, quand on discute avec lui, on sent que c'est un homme qui est très affaibli, qui en veut énormément à ses employeurs. Il me dit d'ailleurs qu'il ne leur pardonnera jamais. Et son avocat nous dit qu'ils vont saisir le tribunal de Nantes pour faute inexcusable. Et donc cette affaire ne fait que commencer. Et cet avocat, Maître Ledoux, il voit de plus en plus de plaignants faire appel à lui ? Il me dit que sur son bureau s'entassent plus de 250 dossiers de fautes inexcusables liés à la mise en danger de salariés. Et il nous dit que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'aujourd'hui, nous dit-il, on continue à fabriquer des victimes de l'amiante. Frédéric Mouchon, on n'a donc pas fini d'entendre parler de l'amiante dans les années à venir ? Non, c'est vraiment le début. Cet avocat que nous avons interrogé nous dit qu'il y en a au moins pour 50 ans. En fait, il faut se rendre compte que les victimes de l'amiante s'accumulent année après année. Selon un rapport du Haut Conseil de la santé publique, le nombre de cancers du poumon mortel dus à ces fibres microscopiques sera d'ici 2050 de l'ordre de 50 000 à 75 000. C'est vous dire combien le chantier de désamiantage est colossal en France et combien le nombre de victimes sera croissant dans les années à venir. Merci à Elsa Marie et Frédéric Mouchon. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy, réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur toutes les plateformes. Si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story, une nouvelle affaire racontée chaque samedi. Et abonnez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes au nouveau podcast du Parisien, Le Sacre, pour ne pas rater le premier épisode le mercredi 14 février. En attendant, je vous propose donc d'écouter dès maintenant la bande-annonce du Sacre. Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique. Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. Comment ça, t'as envie de danser ? Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser ? Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointée à Los Angeles. Quand je suis arrivée à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or aux Jeux, c'est la quête d'une vie. Le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique. Oui, c'est champion olympique! Oui, champion olympique! Champion olympique! Et là, je pleure. Mais oui, parce que là, je réalise vraiment ce que j'ai fait. Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. À bientôt!